certaines périodes, exacerbée dans notre histoire. Qui vient de la religion catholique. Qui vient entre autres de la religion, enfin de la religion catholique, bien sûr. Et cette période exacerbée anti-juive, elle a été particulièrement marquée entre 1940 et 1944 sous le régime de Vichy. Parce que c'est le maréchal Pétain lui-même, on le verra plus loin, hein, mais c'est le maréchal Pétain lui-même qui a demandé à ce que soient inscrites les premières lois contre les juifs en octobre 1940. Et l'objectif du régime de Vichy et donc de Pétain, c'était de sortir d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, de sortir les juifs du système économique, du système culturel et de l'ensemble de la société. Et ça, je vous l'expliquerai plus tard quand on sera devant la préfecture. Donc je veux dire, cet antisémitisme, il a toujours existé dans l'histoire de notre pays et il existe encore aujourd'hui en 2011. Même dans la religion, même dans la religion. Mais même en dehors de la religion aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des prises de position contre les juifs ou qui commettent des actes contre les juifs et qui n'ont rien à voir avec la religion. Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, il faut aussi dire, et je refermerai la parenthèse, il faut aussi dire que cet antisémitisme, il n'est pas propre à la France. En Europe, un grand nombre de pays aujourd'hui sont encore marqués par l'antisémitisme à plus haut degré, plus ou moins haut degré. Hein. La Pologne toujours. Moins qu'à une certaine époque, mais il y a toujours de l'antisémitisme en Pologne. Moi, ça m'a toujours surpris. Ex-URSS. Et l'ex-URSS en Russie. L'ex-URSS, bien sûr. La Russie d'aujourd'hui, il y a toujours un fond d'antisémitisme en Russie. C'est très évident. Alors, juste avant de commencer sur la première étape de ce parcours, je vais rapidement me présenter quand même à vous. Donc, je m'appelle Michel Lebaille et entre autres de mon engagement associatif, je fais partie de l'association Aresval. C'est l'association pour la recherche et l'étude historique sur la Shoah en Val-de-Loire. C'est une association qui regroupe environ une vingtaine de personnes, qui est assez partagée au niveau des gens qui travaillent dans l'asso sur les recherches, entre une partie de chercheurs qui sont de la communauté juive et une partie de chercheurs comme moi. Moi je ne suis pas de la communauté juive et ça ne m'empêche pas de travailler au sein de l'association. Donc parmi les multiples travaux que nous avons effectués, que l'association a effectué depuis un certain nombre d'années, il y a maintenant 4 ans en arrière la création sur la ville de Tours de ce parcours de la mémoire qu'on va faire ensemble. C'est donc un parcours qui est destiné, je vais dire en priorité, à l'éducation nationale, pour transmettre ce fameux devoir de mémoire sur cette partie de l'histoire, et qui est l'histoire sombre de notre histoire à nous, et après qui est aussi ouvert à toute personne qui souhaite y participer, sachant qu'on est aussi présent au moment de la journée du patrimoine, au mois de septembre, et c'est les 2 jours, c'est le samedi et le dimanche, sont 2 journées sur lesquelles on a énormément de personnes qui viennent pour faire ce parcours. Donc voilà, l'association, la dernière mission importante qu'elle a quasiment terminée, ça avait été demandé par la communauté dans le cadre des 150 ans de la communauté juive de Tours. C'était donc d'établir le nombre exact de victimes dans le département, victimes juives, qui avaient été arrêtées, déportées et assassinées dans les camps en Pologne. Donc on sait qu'aujourd'hui il y en a un petit peu plus de 1000. Alors moi j'ai pas le dernier chiffre exact, est-ce que c'est 1032, 1000, etc. Mais un tout petit peu plus de 1000. Et vous verrez qu'il y a une différence très sensible entre le nombre de personnes de la communauté qui habitaient Tours au moment de la guerre et le nombre de personnes qui ont été déportées à partir de la Touraine. La différence, elle s'expliquera simplement. Il ne faudra pas oublier qu'on était le département coupé en 2 avec la ligne de démarcation. Et donc un grand nombre de juifs essayaient de passer la ligne de démarcation pour aller vers la zone libre, et que parmi ceux qui ont essayé de passer, il y en a aussi un grand nombre qui ont été arrêtés. Et dès qu'ils étaient arrêtés, on l'a évoqué tout à l'heure, le camp de la Lande, c'était aussi le camp qui les recevait en camp d'internement. Cette ligne qui séparait le département en 2, ça me fait penser, dans le nord, moi je suis originaire du nord, du côté maternel, où on allait en Belgique, des fois il y avait juste un petit bidule à traverser, là, et on était en Belgique. Là, c'était pas grand-chose ici. On était libre d'un côté, enfin libre jusqu'à temps qu'ils rentrent dedans, les autres, mais on était libre rien qu'en traversant quelque chose. Mais il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont charbonné. Il y a eu de tout. Il y a eu des gens qui ont fait passer la ligne de démarcation, qui ont été des gens héroïques. Il y a eu aussi des salopards qui profitaient de faire passer la ligne de démarcation, notamment aux juifs, et qui les dénonçaient de façon à ce qu'ils soient récupérés de l'autre côté.
et qui récupéraient les valises et les biens qu'ils avaient dans les valises. Ça c'est aussi, je dirais malheureusement, une réalité. Il n'y a pas eu que des gens propres qui ont fait passer la ligne, il y a eu des vrais héros, il y a eu des salopards. Alors avant d'attaquer pour resituer le contexte de la visite que nous allons effectuer, en fait, les événements qui sont produits en juillet 1942, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la Grande Rafle, qui n'a pas eu lieu qu'à Paris. On parle toujours de la rafle du Veldiv, du Vélodrome d'hiver, mais cette même rafle, elle a eu lieu partout dans les villes de la France occupée, y compris à la ville de Tours. C'est donc pour ça qu'on va se raccrocher à ça. Mais il faut essayer de comprendre un tout petit peu comment on a pu en arriver à ça, et comment après la rafle, on a pu avoir la déportation, et après la déportation, l'extermination. Premier point important, c'est qu'au lendemain de la guerre de 14, en 1918, lorsque l'armistice est signé, l'Allemagne n'est pas vaincue militairement. Elle est vaincue parce qu'elle est exsangue, parce qu'il y a quasiment plus possibilité d'approvisionner l'armée allemande pour l'Allemagne. La nourriture devient on ne peut plus compliquée. Et c'est les offensives font des milliers de morts, comme du côté français d'ailleurs, ou du côté allié. Mais l'armée allemande est, on va dire, au bout du rouleau. Et donc ce sont les hauts militaires allemands qui vont demander à la France l'armistice, donc ce n'est pas une capitulation, c'est un armistice. Mais cet armistice va être très mal vécu par le peuple allemand, parce que le peuple allemand considère qu'à partir du moment où ils n'ont pas été vaincus sur le terrain, il y a des responsables. Et il faudra bien à un moment donné trouver les responsables et faire payer les responsables. Et on va voir qu'en 1921, c'est bien ce qui va commencer à se produire. Deuxième étape importante, c'est le traité de Versailles, en 1919. Le traité de Versailles, il est absolument terrible pour l'Allemagne. Oui, traité de Duc. C'est un traité de Duc, mais il est aussi terrible pour l'Allemagne. Ça ruine, qui était déjà en très mauvais état suite à la guerre de 14, ça ruine complètement l'économie allemande. Il va y avoir des troupes d'occupation en Allemagne, notamment des troupes françaises, qui n'étaient jamais arrivées dans l'histoire de l'Allemagne. Jamais l'Allemagne n'avait été occupée de son histoire. Il va y avoir la perte de toutes les colonies que possédait l'Allemagne, donc les matières premières que l'Allemagne tirait de ces différentes colonies, notamment en Afrique, c'est terminé. Et on va réduire l'armée allemande à une armée symbolique de 100 000 hommes, au lieu d'avoir plusieurs millions d'hommes éventuellement. Et donc on se retrouve devant une Allemagne qui est complètement exsangue par rapport à la signature de ce traité de Versailles. C'est ce qui va commencer à partir de 1919 et dès 1920, c'est ce qui va commencer à mettre sur le terrain le terreau qui va amener Hitler à partir de 1921. C'est-à-dire qu'Hitler, lui, lorsqu'il va rentrer dans un mouvement néo-nazi, d'extrême droite à l'époque, pardon, d'extrême droite, ce mouvement d'extrême droite défend les idées que l'Allemagne a perdu toute sa grandeur parce qu'elle a été trahie. Elle n'a pas perdu la guerre, elle a été trahie. Et dès ces années-là, ces gens-là d'extrême droite, ces groupuscules d'extrême droite disent, en fait, qui sont les principaux responsables du malheur de l'Allemagne? Ce sont les Juifs. Pourquoi ce sont les Juifs? Parce qu'ils possèdent le capital, parce qu'ils sont dans les banques, parce qu'ils maîtrisent l'économie. Ce qui était absolument faux. Alors faux de chez faux. Bien évidemment, des banquiers juifs, il y en avait, comme dans n'importe quelle profession. Il y en avait aussi qui travaillaient dans l'économie, comme dans n'importe quelle profession, mais ce n'est pas eux qui dirigeaient le pays en tant que tel. Absolument pas. Mais c'est sur ce terreau-là que les groupuscules d'extrême droite vont s'appuyer. Et donc Hitler, qui est à l'intérieur d'un petit groupuscule, il va le développer à partir de 1921, il va en prendre la tête, et c'est là qu'il va créer le mouvement que l'on va connaître jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on va appeler le NSDAP, c'est-à-dire le mouvement national-socialiste allemand. Et donc entre 1921 et 1933, date à laquelle Hitler va faire monter en puissance le système nazi, le parti nazi. Pourquoi je dis 1933? Parce que c'est la date à laquelle, en janvier, il va y avoir des élections en Allemagne et il va être élu démocratiquement. Il ne faudra jamais se rappeler, il ne faudra jamais oublier, pardon, que Hitler n'a pas été élu en faisant un putsch ou en prenant le pouvoir par la force. Il a pris le pouvoir parce qu'il a été élu démocratiquement. Et donc il va mettre 12 ans à monter le système nazi en puissance jusqu'à l'élection de 1933. Et pendant ces 12 années-là, il va perpétuellement accuser les Juifs de tous les maux possibles. Et il l'écrira d'ailleurs dans son livre, qui est tristement célèbre, qui s'appelle Mein Kampf.
Et dans son livre, il s'en prendra directement aux Juifs en disant qu'un jour, ils seront amenés à disparaître et à être exterminés d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, c'est ce qui se produira à partir de 1940-1941. Donc 1933, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et parmi les premières mesures qui vont être prises entre 1933 et 1935, il va y avoir les lois anti-juives, les premières lois anti-juives, c'est-à-dire que le régime nazi va interdire aux Juifs d'exercer les métiers de médecin, d'avocat, de travailler dans la presse, de travailler dans la culture, de travailler dans l'administration, avec un objectif qui est clair, net et précis, ça va être de sortir progressivement et le plus rapidement possible les Juifs du système économique, du système culturel et du système social allemand. C'est la raison pour laquelle entre 1933 et 1938, 250 000 Juifs, parce que les Allemands les y aideront aussi, quitteront l'Allemagne, se réfugieront un peu partout en Europe, notamment en France. Et quand ils arriveront en France, ils penseront qu'ils sont à l'abri de tout, parce qu'ils arrivent dans le pays des droits de l'homme, dans les pays de la liberté. Ils sont accueillis de manière tout à fait normale. Et malheureusement, l'histoire montrera que la France n'était pas un pays d'accueil comme ils l'ont espéré dans ces années-là. Ensuite, on aura une autre étape des mesures qui sont prises contre les Juifs. C'est au moment du congrès de Nuremberg, en 1935. C'est-à-dire que c'est au moment de ce congrès que les nazis définissent ce qu'est la race aryenne, les critères de la race aryenne. Or, bien évidemment, dans ces critères-là, les Juifs ne peuvent pas en faire partie. Et tout un tas de lois seront aussi sorties à partir du congrès de Nuremberg. Puis on aura ce qu'on a appelé les autodafés, c'est-à-dire les périodes où les livres écrits par des Juifs ou des auteurs, même des grands auteurs de l'histoire de la culture allemande, seront déniés par les nazis et seront donc brûlés en place publique. Des centaines de milliers, si ce n'est des centaines de millions de livres seront brûlés partout en Allemagne dans ces conditions. Et puis une des dernières étapes, juste un peu avant la déclaration de guerre, c'est ce qu'on appellera la nuit de cristal. La nuit de cristal, c'est-à-dire que partout en Allemagne, les synagogues et les magasins des Juifs vont être, pour les synagogues, brûlés, et pour les magasins des Juifs, principalement les vitrines, brisées. C'est pour ça qu'on appellera ça la nuit de cristal. Environ 30 000 Juifs seront arrêtés au cours de cette nuit de cristal, déportés dans les camps de concentration en Allemagne, dont le camp de Dachau, qui lui, il faudra se rappeler, a été ouvert en 1933. Dès 1933, c'est le premier camp de concentration qui a été ouvert en Allemagne. Pas pour les Juifs au départ, tout à fait. Pour les gens qui étaient contre le régime nazi, c'est-à-dire contre les syndicalistes, contre les partis politiques. Et au cours de cette même nuit de cristal, environ 300 Juifs seront assassinés par les SA. Les SA qui étaient en quelque sorte les troupes d'assaut du parti nazi avant le début de la guerre. Et puis, toute cette période de haine contre les Juifs va se poursuivre jusqu'à la déclaration de guerre de 1939. Et en 1939, on va rentrer dans un nouveau processus qui ne va plus être seulement que le processus de l'exclusion, mais qui va être aussi le processus de l'arrestation, de la déportation et de l'extermination. Et il y aura en fait deux grandes phases de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les 6 millions de Juifs exterminés. Il y aura l'extermination des Juifs dite par balle en URSS. 1 million, environ 1 200 000 Juifs seront assassinés par balle. Le plus célèbre assassinat, ce sera celui de Babi Yar, ce qu'on appelle le Ravan Babi Yar, où 24 000 Juifs de mémoire, 24 000 Juifs seront exterminés par balle. Et puis, sur la même période, jusqu'à la fin de 1943, on aura plus d'1 million de Juifs exterminés par balle. Puis deuxième étape, ce sera l'étape industrielle, ce qu'on appelle l'étape industrielle de l'extermination des Juifs, c'est-à-dire les camps d'extermination en Pologne, Auschwitz, Sobibor, etc. Tous les camps dont la seule vocation était d'exterminer les Juifs. On les transportait de toute l'Europe vers ces camps. À l'arrivée des camps, on les mettait dans des chambres à gaz. Ils étaient gazés et ensuite les corps étaient brûlés, puisque dans le système nazi, l'objectif c'était de faire disparaître toutes les traces des horreurs qui étaient commises. Donc on assassinait les gens, on les brûlait, donc il n'y avait pas de traces, et les nazis étaient convaincus, dans leur folie, étaient convaincus que personne ne saurait jamais ce qui s'était passé et le fait qu'ils avaient exterminé 6 millions de Juifs. Et il faudra aussi se rappeler que si la guerre avait duré plus longtemps... Il y a encore des Français qui admettent ça. Oui, tout à fait. Et si la guerre ne s'était pas arrêtée en 1945,
l'objectif des nazis, c'était bien d'exterminer la totalité des juifs en Europe. Ils Et étaient la pas loin. totalité des juifs en Europe, c'était un peu plus de 11 millions de personnes. Ah, mais ils étaient pas Mais ils en loin. ont quand même exterminé 6 millions, Ouais. dont la quasi-totalité des juifs polonais. Hein, il y avait un peu plus de 3 millions de juifs en Pologne. Et il y a eu très peu de survivants en Pologne sur l'extermination voulue par les nazis. Donc ce qui va se passer en France, c'est exactement ce qui s'est passé en 1938. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas les nazis qui vont faire des lois pour imposer ou interdire un certain nombre de choses aux juifs, c'est le régime de Vichy. Par contre, en juillet 1942, quand l'extermination finale des juifs est décidée au mois de janvier dans une réunion qui se déroule dans la banlieue de Berlin à Wannsee, les hauts dignitaires SS, Himmler en tête, décident l'extermination, et Himmler et Heydrich décident l'extermination totale et définitive des juifs. Et donc, les ordres sont donnés progressivement à toutes les autorités allemandes d'occupation dans tous les pays occupés de pratiquer à des arrestations et donc de déporter progressivement les juifs vers l'Est, c'est-à-dire vers la Pologne et vers les camps d'extermination. Et la plus grande rafle qui interviendra en France sur cette période, c'est la rafle du mois de juillet 1942. Elle se déroulera au Veldiv de Paris, tout le monde connaît parce que c'est souvent ça qu'on cite dans l'histoire, mais elle se déroulera exactement de la même manière dans toutes les villes de la France occupée, y compris à Tours. Mais comment ça a pu se faire, ce truc? Alors, comment ça a pu se faire? À partir du moment où les nazis ont décidé l'extermination des juifs. Ouais. Les juifs, il fallait pouvoir les arrêter, il fallait pouvoir savoir où ils étaient. Ouais. Parce que Alors c'est pas qui est-ce qui évident. a dit où ils étaient? Bon. Alors, qui est-ce qui a dit? Tout simplement, dans la loi d'octobre 1940, le régime de Vichy, donc Pétain, exige de la part des juifs qu'ils aillent se faire recenser dans les commissariats, dans les gendarmeries et dans les préfectures. Et la plus grande majorité de la communauté juive de France Qui a été? y a été parce que jamais elle ne pouvait imaginer qu'il se passerait ce qui se passerait 2 ans après. Ah, ouais. Jamais. Donc ils sont... En toute bonne foi, hein, Ils sont c'est pas qu'ils y sont assassinés allés eux-mêmes, comme des moutons, c'est pas du tout ça. Mais personne, même chez les Français, enfin chez les Français, chez le reste de la population, personne ne pouvait imaginer qu'on procéderait à leur arrestation à partir de 1942, qu'on les déporterait et qu'on les exterminerait. Donc en toute bonne foi, ils sont allés se faire recenser. Ce recensement, à partir d'octobre 1940, a créé ce qu'on a appelé le fichier juif, qui a été précieusement gardé dans les commissariats, dans les préfectures et dans les gendarmeries. Et puis lorsque les nazis ont demandé donc l'arrestation des juifs au moment des rafles, il a suffi de ressortir les fichiers. Et dans les fichiers, il y avait le nom des gens, il y avait leur adresse, il y avait etc., etc. Et le rabâche, là, il a été... Alors non, ça c'est à part. C'est à part, C'est à part. oui. C'est à Il n'est part, pas c'est à juif. part, c'est à part, Ah ouais. c'est à part. Donc lorsque la rafle se déroule ici à Tours, au mois de juillet 1942, eh bien, elle va concerner bien évidemment toute la communauté qui s'était fait recenser à partir de 1940 sur l'ordre de Vichy. Et dans cette école, vous aviez 5 enfants de 2 familles différentes, Ouais, les enfants Cronenberg et les enfants Sommerstein, Oui. âgés de 5 ans à 12 ans, qui suivaient leur scolarité de manière tout à fait normale comme n'importe quel enfant à cette époque-là. Et ces enfants-là, avec leur famille, vont être arrêtés à leur lieu de domicile au mois de juillet. Ils vont être dans un premier temps internés au camp de la Lande à Mans, puis au mois de septembre, le 23 septembre 1942, ils vont être déportés à Auschwitz-Birkenau et dès leur arrivée vont être gazés et brûlés. Sachant que dans la doctrine abominable des nazis, la priorité des priorités, c'était d'exterminer les enfants, parce que les enfants C'était l'avenir. représentaient pour les nazis, représentaient un danger pour le futur. Oui, l'avenir. Donc il fallait exterminer les femmes, puisque c'est les femmes qui font les enfants. Il fallait exterminer les enfants qui, eux, pouvaient devenir plus tard adultes et mettre en danger d'une manière ou d'une autre le régime nazi. Et sur le nombre d'enfants qui ont été déportés depuis la France, qui ont été recensés par Serge Klarsfeld, en fait, aucun des enfants déportés n'est revenu. Et sur les 76 000 juifs de France déportés, à peine 2500 sont rentrés des camps d'extermination. À peine. Donc ces enfants, les enfants Cronenberg et Sommerstein, on va maintenant s'avancer un petit peu sur le reste de la visite, on va aller plus loin dans la visite, et on va aller voir dans quel milieu ils vivaient, là où ils habitaient. Et puis je vais vous raconter là-bas donc l'histoire des 2 familles
d'où elles venaient, hein, quelle était leur origine. Et, Germanique. et alors, une famille venait d'Allemagne, tout à fait, et une famille venait de Pologne. Voilà. Et ce sont deux familles qui s'étaient réfugiées en France. Je vais vous l'expliquer en haut pour des circonstances que j'ai un petit peu évoquées tout à l'heure. Dans cette école, résistant, il a été arrêté, déporté en Allemagne et il est mort en 1944 dans un camp de concentration. Voilà. Il était inscrit ici, cette école. Voilà.